En ce moment même, pendant que vous regardez cet écran, des dizaines d'hommes font leurs valises dans des appartements de Bangkok, de Chiang Mai, de Pattaya et de Phuket. Et cette fois, ils ne partent pas en vacances. Ils partent pour de bon, et ce qui les pousse dehors va probablement vous terrifier si vous avez un jour rêvé de tout quitter pour vivre sous le soleil thaïlandais. Cette vidéo est différente de tout ce que j'ai publié jusqu'ici. C'est pas l'histoire d'un seul homme, c'est pas une arnaque sentimentale, c'est pas un drame conjugal, c'est quelque chose de bien plus vaste, de bien plus silencieux et de bien plus inquiétant. Depuis 6 mois, un journaliste et documentariste français basé à Bangkok observe un phénomène que personne ne mesure officiellement mais que tout le monde constate sur le terrain. Un exode. Un mouvement massif d'expatriés occidentaux qui quittent la Thaïlande, certains après 5 ans, d'autres après 10, d'autres encore après près de 2 décennies, pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'une accumulation de pressions fiscales, médicales, administratives, financières, psychologiques, qui, prises une par une, semblent gérables, mais qui ensemble deviennent tout simplement insoutenables. Ce documentariste a rencontré 10 de ces hommes. 10 départs. 10 raisons différentes qui racontent en réalité la même histoire. Et cette histoire pourrait bien être la vôtre dans quelques années si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est essentiel pour la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être là. Je m'appelle Maxime Fleury, j'ai 38 ans, je suis documentariste et journaliste d'investigation, spécialisé dans les communautés de diaspora et les économies expatriées. Je vis à Bangkok depuis 3 ans. Avant cela, j'ai travaillé pour la division numérique d'une chaîne d'information française, couvrant des histoires de migration en Méditerranée. Ce que je fais aujourd'hui est un projet autofinancé, un documentaire que j'ai provisoirement intitulé Dernier vol, et il raconte l'accélération des départs d'expatriés occidentaux installés de longue date en Thaïlande. Ce projet est né d'une observation banale. Mon immeuble à Sukhumvit, une résidence de standing intermédiaire populaire auprès des Européens installés depuis longtemps, comptait 28 résidents étrangers quand j'ai emménagé. En l'espace de 6 mois, 11 d'entre eux sont partis. Des portes qui avaient des couronnes de Noël en décembre avaient des cadenas en mars. Au début, j'ai pensé que c'était saisonnier, la rotation habituelle de touristes et de résidents temporaires. Puis j'ai remarqué les conteneurs de déménagement. On n'expédie pas un conteneur quand on part en vacances. On expédie un conteneur quand on rentre chez soi. J'ai commencé à compter. Je suis allé voir les entreprises de déménagement international sur Sukhumvit. Je me suis rendu chez les transitaires de fret à la M Chabang. J'ai fait la queue dans les services consulaires des ambassades à Bangkok. Je me suis assis dans les halls de départ de Suvarnabhumi et de Don Muang. Et j'ai compté. Les chiffres sont pas officiels parce que personne ne compte les expatriés qui partent, on compte les touristes qui arrivent. La Thaïlande mesure qui entre, elle ne mesure pas qui abandonne et s'en va. Mais les entreprises de déménagement savent, les services consulaires des ambassades savent, les propriétaires savent, les agents de visa savent. Et ce qu'ils m'ont tous dit, avec des mots différents, mais la même expression sur le visage, c'est ceci: cette année est différente. C'était pas un filet d'eau, c'est un courant. Et le courant se dirige vers la sortie. Ce que je vais vous raconter, ce sont 10 départs. 10 hommes que j'ai rencontrés dans des aéroports, des gares routières, des salles d'attente d'ambassades et des entrepôts de sociétés de déménagement. Chacun représente une pression différente, fiscale, médicale, bureaucratique, financière, psychologique. Mais ensemble, ils dessinent le portrait d'un pays qui n'a jamais été conçu pour garder ses hommes de façon permanente. Et ces hommes commencent enfin à le comprendre. Le premier homme que j'ai rencontré s'appelait Théodore Grassin. Il avait 63 ans, originaire d'Aix-en-Provence, et je l'ai trouvé dans le hall des départs internationaux de Suvarnabhumi avec 2 valises et une paire de gants de boxe thaïlandaise emballés dans du papier craft, un cadeau d'adieu de son entraîneur. Théodore était l'exemple même du retraité qui avait parfaitement calculé son expatriation. Ancien expert en immobilier commercial, il touchait une pension de 2200 € par mois, complétée par des revenus locatifs de 2 appartements à Aix, qui lui rapportait 3100 € mensuels. Il avait choisi la Thaïlande en 2006 pour une raison précise et mathématique. Les revenus de sources étrangères transférés en Thaïlande n'étaient pas soumis à l'impôt thaïlandais, à condition qu'ils aient été gagnés au cours d'une année civile antérieure. Cette règle lui permettait de transférer ses loyers français avec un calendrier soigneux et de ne payer aucun impôt thaïlandais dessus. 0. La règle a changé.
La Thaïlande impose désormais les revenus mondiaux des résidents fiscaux, toute personne présente plus de 180 jours par an sur les revenus transférés au cours de la même année où ils sont gagnés. Le comptable thaïlandais de Théodore a fait les calculs. Ces revenus combinés de pension et de location, s'ils étaient intégralement transférés, généraient une charge fiscale thaïlandaise d'environ 420 000 bahts par an, soit approximativement 10 700 €, en plus de l'impôt sur le revenu français qu'il payait déjà. La convention de double imposition entre la France et la Thaïlande était censée empêcher de payer 2 fois. En pratique, son comptable lui a dit que la procédure de demande de crédit d'impôt était expérimentalement administrative, l'administration fiscale thaïlandaise était encore en train de construire les procédures et le délai de résolution était imprévisible. Théodore a passé 3 mois à consulter des conseillers fiscaux. Le consensus était unanime. Restructurer ses transferts, diviser sa résidence entre 2 pays pour éviter le seuil des 180 jours, ou partir. Il a choisi de partir. Le Portugal offrait un programme de résidents non habituels, avec un régime fiscal de 10 ans et un traitement favorable des pensions étrangères. Le climat était similaire. Le coût de la vie était plus élevé, mais l'efficacité fiscale était incomparablement meilleure. Il m'a dit, debout devant le comptoir d'enregistrement, ses gants de boxe thaïlandaises serrés contre sa poitrine comme une relique, je n'ai pas quitté la Thaïlande parce que j'ai cessé de l'aimer. Je l'ai quitté parce que l'arithmétique a changé. Et quand l'arithmétique change, l'amour devient une dépense qu'on calcule différemment. Théodore est l'avant-garde. Il est sophistiqué, bien conseillé et mobile. Il peut bouger. Les retraités derrière lui, ceux qui vivent sur des pensions fixes, sans revenus locatifs, sans mobilité, sans option de résidence portugaise, ne peuvent pas bouger. Ils vont absorber l'impôt ou réduire leur transfert jusqu'à ce que leur mode de vie thaïlandais devienne insoutenable. Ils ne sont pas encore à l'aéroport. Mais les comptables sont déjà en train de faire leurs calculs. Le deuxième homme que j'ai rencontré s'appelait Gilbert Chauveau. Il avait 72 ans, originaire de Limoges, et je l'ai trouvé dans la salle d'attente consulaire de l'ambassade de France à Bangkok. Il avait une pile de documents médicaux dans une pochette en plastique, et l'expression d'un homme qui a survécu à un cancer et qui a été vaincu par de la paperasse. Gilbert vivait à Chiang Mai avec un visa de retraite depuis une dizaine d'années. Quand la Thaïlande a commencé à exiger une assurance maladie pour les détenteurs de visa de retraite, Gilbert avait souscrit une police auprès d'un assureur thaïlandais prime annuelle. 45 000 bahts, gérable avec sa pension de 1 700 €. Puis, Gilbert a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate stade précoce, traité avec succès par radiothérapie dans un hôpital privé de Chiang Mai. Coût 800 000 bahts, partiellement couvert par l'assurance. Après le traitement, son assureur a refusé le renouvellement conditions préexistantes. Il a postulé auprès de 4 autres assureurs thaïlandais et 3 fournisseurs internationaux. Tous ont refusé ou proposé des primes dépassant 140 000 bahts par an avec des clauses d'exclusion du cancer qui rendaient la police parfaitement inutile. Lors de sa prochaine extension de visa, l'immigration a exigé une preuve d'assurance maladie valide. Gilbert a présenté sa police expirée et une lettre de son oncologue attestant qu'il était en rémission. L'officier d'immigration a dit « Nous avons besoin d'une assurance en cours, pas d'une santé en cours ». Son agent de visa, une femme thaïlandaise qui gérait ses extensions depuis 8 ans, lui a dit sans détour « Le système n'a pas de catégorie pour un homme en bonne santé qui ne peut pas être assuré. Vous êtes entre les règles, et entre les règles, c'est pas un endroit où l'on peut rester debout. » Gilbert a exploré toutes les options. Le visa fondé sur le mariage, mais il était célibataire, sans personne à charge thaïlandaise. Le visa élite, mais le coût minimum de 600 000 bahts dépassait la capacité de sa pension. Le visa de résident de longue durée, mais les conditions de revenus et d'investissement étaient conçues pour des professionnels fortunés, pas pour des électriciens français à la retraite. Il a épuisé chaque possibilité. Puis il a appelé sa fille Sylvie à Limoges et lui a dit « Je rentre, pas parce que je le veux. » Parce que la Thaïlande n'a pas de visa pour un homme de 72 ans qui a vaincu le cancer et qui ne peut pas acheter d'assurance. Gilbert représente une catégorie grandissante. Les naufragés médicaux. Des hommes arrivés en bonne santé, qui ont vieilli en Thaïlande, qui ont développé des pathologies gérables mais non assurables, et qui se retrouvent dans un no man's land réglementaire où leur visa dépend d'une assurance qu'aucune compagnie ne veut leur vendre. Ils ne sont pas expulsés. Ils sont rendus administrativement impossibles. Le troisième homme que j'ai rencontré s'appelait Tobias Wendt. Il avait 29 ans, originaire de Hambourg en Allemagne, et je l'ai trouvé dans le terminal intérieur de l'aéroport de Chiang Mai en correspondance vers Bangkok puis vers Berlin. Il avait un sac à dos
Et l'épuisement particulier d'un homme à qui l'on vient de dire que la vie qu'il a construite n'a jamais été autorisée. Tobias était développeur web indépendant. Il travaillait à distance depuis Chiang Mai depuis 3 ans, en utilisant une combinaison de visa touristique de 60 jours, d'exemption de visa et de sortie de territoire vers le Laos et le Myanmar. Il gagnait entre 4 000 et 6 000 euros par mois auprès de clients européens. Il ne payait aucun impôt thaïlandais, il n'avait pas de permis de travail. Il opérait dans la zone grise que des milliers de nomades numériques occupaient, techniquement illégal, pratiquement toléré, économiquement bénéfique pour l'économie locale. La tolérance a pris fin. L'immigration a effectué un contrôle des espaces de travail partagés dans le quartier de Niman, le quartier de Tobias, vérifiant les statuts de visa et interrogeant les étrangers sur leurs activités professionnelles. Tobias était présent, ordinateur portable ouvert, messagerie professionnelle active, appel vidéo avec un client prévu dans 15 minutes. Il a reçu un avertissement formel et l'instruction d'obtenir un permis de travail ou de quitter le territoire dans les 30 jours. Un permis de travail nécessitait un employeur thaïlandais. Tobias était indépendant. Le visa de résident de longue durée, la tentative de la Thaïlande de formaliser le parcours des nomades numériques, exigeait un revenu annuel de 80 000 $ ou une combinaison de revenus et d'investissement que Tobias, à 29 ans, sans épargne significative, ne pouvait pas atteindre. Il a vidé son appartement en 2 jours. Il a vendu sa moto avec une perte de 30%, les ventes précipitées sur le marché des acheteurs. Il a expédié ses écrans et son bureau à hauteur réglable vers Berlin par un service de frais. Il m'a dit « La Thaïlande voulait notre argent. Elle voulait qu'on dépense dans les restaurants et qu'on loue des appartements et qu'on achète des motos. Elle voulait simplement pas qu'on gagne l'argent qui payait pour tout ça. » La partie où on gagne de l'argent a toujours été illégale. On le savait tous. On pensait juste que le savoir suffisait. La répression contre les nomades numériques n'est pas une décision politique. C'est une clarification politique. Le gouvernement thaïlandais dit clairement ce qui a toujours été techniquement vrai. Travailler en Thaïlande sans permis de travail est illégal, quel que soit le lieu de résidence de votre client ou l'origine de vos revenus. Et la bureaucratie, contrairement à la tolérance, ne négocie pas. Le 4e homme que j'ai rencontré s'appelait Roger Blandin. Il avait 70 ans, originaire de Rouen, et je l'ai trouvé à la gare routière de Pattaya, assis sur une chaise en plastique avec une valise et un sac contenant un amulette de Bouddha que son voisin thaïlandais lui avait offert en cadeau d'adieu. Roger était arrivé à Pattaya 8 ans plus tôt avec une pension de 1 300 € par mois et des économies de 28 000 €. Au taux de change et au prix de Pattaya de l'époque, c'était adéquat. Pas confortable, adéquat. Il louait un studio pour 8 000 bahts, mangeait dans les stands de rue, prenait le minibus local et vivait dans les limites de ses moyens avec la discipline d'un homme qui avait travaillé comme employé de Tripostale pendant 37 ans et qui comprenait que les budgets ne sont pas des suggestions. Au cours de 8 ans, plusieurs phénomènes se sont produits simultanément. Sa pension a augmenté d'environ 1,8% par an selon l'indexation française sur l'inflation. Augmentation totale sur 8 ans, environ 15%. Pension mensuelle au moment du départ, environ 1 495 €. Ses coûts thaïlandais ont augmenté d'environ 4 à 5% par an portés par les augmentations de loyer. Son studio est passé de 8 000 à 13 000 bahts. L'inflation alimentaire, les repas de rue qui coûtaient 40 bahts coûtent maintenant 60 à 70 bahts. Les coûts des charges, du transport et la trajectoire ascendante générale des prix d'une économie en développement. Le taux de change euro-baht a fluctué, parfois favorablement, parfois non, mais la tendance sur la période représentait une érosion réelle du pouvoir d'achat d'environ 10 à 12%. L'effet net, la pension de Roger, en termes de pouvoir d'achat thaïlandais, valait environ 20 à 25% de moins qu'à son arrivée. Ces économies déjà modestes avaient été consommées par des frais médicaux, soins dentaires, une intervention mineure pour une lésion cutanée, des bilans de santé annuels, et le déficit accumulé entre revenus et dépenses. Au moment de son départ, Roger avait environ 3 000 € d'économie. Son déficit mensuel, les dépenses dépassant la pension en termes thaïlandais, étaient d'environ 4 000 bahts, soit approximativement 100 €. Petit. Insoutenable. Il m'a dit, j'ai tout fait correctement, j'ai budgétisé, j'ai épargné, je ne buvais pas, je ne jouais pas. Je n'avais pas de femme thaïlandaise qui prenait mon argent, j'ai vécu comme un moine. Et l'économie du moine s'est quand même effondrée parce que les prix ont monté plus vite que ma pension et le taux de change a pris le reste. On ne peut pas budgétiser une sortie de l'inflation. J'ai essayé pendant 8 ans.
Les mathématiques ont gagné, rejet la majorité silencieuse de l'exode, pas de drame, pas d'arnaque, pas de cœur brisé, juste l'érosion lente et implacable du pouvoir d'achat, qui transforme une pension adéquate en une pension inadéquate sur l'espace d'une décennie. Le coût de la vie en Thaïlande augmente parce que la Thaïlande se développe, les infrastructures, les salaires, les services, les standards s'améliorent. C'est bon pour la Thaïlande. C'est catastrophique pour les retraités étrangers sur des revenus européens fixes qui ont choisi la Thaïlande précisément parce qu'elle était bon marché. Le bon marché n'était pas permanent. C'était une phase, et la phase touche à sa fin. Le 5e homme que j'ai rencontré s'appelait Patrick Hubert. Il avait 56 ans, originaire de Metz, et je l'ai trouvé dans le terminal des vols à bas coût de Don Muang à Bangkok. Il partait retrouver sa mère âgée à Metz après 4 ans en Thaïlande. La raison de son départ n'avait rien à voir avec l'argent, les impôts ou les visas. Patrick partait parce qu'il s'était effondré psychologiquement sous le poids d'un isolement qu'il n'avait jamais anticipé. Patrick était arrivé en Thaïlande après qu'une restructuration d'entreprise avait supprimé son poste de responsable régional du support informatique. Il avait des économies, il avait un plan. Apprendre le thaï, construire une vie sociale, peut être lancer un petit commerce de réparation technologique. Il n'était pas naïf, il était méthodique. Le plan a échoué pas à cause de la Thaïlande, mais à cause de Patrick lui-même. Il a découvert, sur 4 ans, qu'il était constitutionnellement incapable de construire une vie sociale à partir de rien dans un pays étranger. Son thaï n'a jamais dépassé les phrases transactionnelles. Ses tentatives sociales dans la communauté expatriée ont produit des connaissances, mais pas des amis des hommes avec qui il buvait le vendredi et qui ne remarquaient pas quand il cessait de venir. Ses expériences sur les applications de rencontres ont produit 3 relations, chacune durant moins de 2 mois, chacune se terminant par la même découverte, que la solitude n'est pas guérie par la compagnie mais par la connexion, et que la connexion exige une langue commune, littérale et émotionnelle que Patrick ne pouvait pas construire assez vite. Il a développé une dépression. Pas la tristesse passagère d'un homme qui a eu une mauvaise semaine, une dépression clinique, diagnostiquée par un psychiatre thaïlandais dans un hôpital privé de Bangkok, traité par un antidépresseur et une thérapie cognitive et comportementale conduite dans une langue qui n'était la langue maternelle de personne dans la pièce, à 2500 balles la séance. La dépression a empiré malgré le traitement. Patrick a cessé de sortir de son appartement pendant des jours entiers. Il commandait de la nourriture en livraison. Il regardait la télévision française sur son ordinateur portable. Il parlait à sa mère au téléphone, elle avait 21 ans, de plus en plus confuse, incapable de comprendre pourquoi son fils se trouvait dans un pays qu'elle ne pouvait pas localiser sur une carte. Le point de rupture est arrivé un mercredi de février quand Patrick a réalisé qu'il n'avait pas prononcé un seul mot à voix haute, pas un seul mot à aucun être humain pendant 4 jours consécutifs. Il avait existé dans le silence pendant 86 heures dans une ville de 10 millions d'habitants. Il a réservé un vol retour ce soir-là. Il m'a dit « Je pensais que la Thaïlande allait me réparer. Le beau temps, la vie bon marché, un nouveau départ. Mais on peut pas redémarrer une personnalité. Je suis un homme qui a besoin d'un contexte, un travail, une routine, une mère qui reconnaît mon visage. La Thaïlande ne m'a donné aucune de ces choses, parce que la Thaïlande ne me doit aucune de ces choses. Je me les dois à moi-même, et je n'ai pas pu les fournir. De l'histoire de Patrick est celle que personne ne met dans la brochure. La crise de santé mentale parmi les hommes étrangers isolés en Thaïlande en particulier, ceux arrivés sans partenaire, sans famille, sans but professionnel et non quantifié est largement invisible. Les services de santé mentale thaïlandais existent, mais sont conçus pour des patients thaïlandais dans des contextes thaïlandais. Les soins psychiatriques dans des langues européennes sont disponibles à Bangkok, mais coûteux et culturellement déconnectés. Le résultat est une population d'hommes qui sont techniquement résidents dans l'un des pays les plus socialement chaleureux de la planète et qui sont, en termes pratiques, parmi les personnes les plus isolées que j'ai jamais documentées. Le 6e homme que j'ai rencontré s'appelait Klaus-Dieter Hartmann. Il avait 67 ans, originaire de Dortmund en Allemagne, et je l'ai trouvé dans l'entrepôt d'une société de déménagement international sur Sukhumvit, supervisant l'emballage de ses affaires, des meubles achetés en Thaïlande trop grands pour un appartement allemand, des livres, des ustensiles de cuisine et un jeu de club de golf qui n'avaient jamais assez utilisé pour justifier leur coût. Klaus-Dieter avait acheté un appartement en copropriété à Pattaya une 12aine d'années plus tôt pour 3 800 000 bahts, environ 86 000 € au taux de change de l'époque. Propriété pleine et entière étrangère. Légale, titre propre. Il l'avait prévu comme sa résidence permanente et, à terme, un actif vendable pour financer la dernière phase de sa retraite. Plus d'une décennie plus tard,
l'appartement valait sur le papier à peu près la même chose. En pratique, il valait nettement moins, parce que l'immeuble avait vieilli, les parties communes s'étaient détériorées sous un syndic qui collectait les charges et ne faisait rien, et le marché des copropriétés à Pattaya était saturé d'unités plus récentes, moins chères et mieux équipées qui rendaient son appartement d'ancienne génération inattractif pour les acheteurs. Il avait mis l'appartement en vente 10 à 8 mois plus tôt. Il avait réduit le prix 3 fois de 3 800 000 à 3 200 000 puis à 2 900 000 bahts. Il avait reçu 2 demandes de renseignement. Aucune n'avait abouti à une visite. Son agent immobilier, une femme thaïlandaise spécialisée dans la vente de biens étrangers, lui avait dit « Le marché de la revente des copropriétés détenues par des étrangers est très lent. Les acheteurs veulent des immeubles neufs avec des équipements modernes. Votre immeuble a plus de 10 ans. En année de Pattaya, c'est antique. » Klaus Dieter ne pouvait pas vendre. Il ne pouvait pas louer de façon rentable. La répression des locations de courte durée avait éliminé les revenus locatifs qui complétaient sa pension. La location longue durée à 15 000 bahts par mois ne couvrait pas les charges de copropriété plus le coût d'opportunité de son capital immobilisé dans un actif illiquide. Il a accepté une offre de 2 100 000 bahts, environ 47 500 €, une perte d'environ 38 500 € par rapport à son prix d'achat, sans compter les charges de copropriété accumulées sur plus d'une décennie, environ 566 000 bahts au total, et les frais de rénovation, environ 280 000 bahts. Il m'a dit, on m'avait dit que l'immobilier en Thaïlande était un investissement sûr, acheté en pleine propriété étrangère, disait-il. Votre argent est protégé, disait-il. Personne ne m'a dit qu'un appartement à Pattaya se déprécie comme une voiture au moment où vous sortez du garage, vous avez déjà perdu de l'argent. Et contrairement à une voiture, vous pouvez pas le vendre rapidement quand vous avez besoin de partir. J'ai essayé pendant 10 à 8 mois, 18 mois de ma vie passée à attendre un acheteur qui n'est jamais venu. C'est ça le piège. Pas qu'on ne puisse pas posséder un bien, c'est qu'on ne puisse pas partir. Le piège immobilier est mathématique, pas criminel. Les acheteurs étrangers à Pattaya, Phuket et Bangkok ont acheté des appartements pendant une période de boom, quand les promoteurs vendaient agressivement aux Européens disposant d'épargne retraite. Les promoteurs vendaient des unités neuves. Le marché de la revente a toujours été mince, moins d'acheteurs, moins de commercialisation, des immeubles vieillissants sous des conditions tropicales qui accélèrent la détérioration. Le résultat est une population de propriétaires étrangers, assis sur des actifs illiquides dans un marché qui est passé à des projets plus récents, incapables d'extraire leur capital sans perte significative, et donc incapables de partir sans signer un chèque en blanc à l'univers. Le 7e homme que j'ai rencontré s'appelait Étienne Barbier. Il avait 61 ans, originaire de Nantes, et je l'ai trouvé dans la file d'attente devant le bâtiment B du bureau d'immigration de Chaengwattana à Bangkok, à 7h15 du matin. Il était arrivé avant l'ouverture du bureau pour sécuriser une position près de l'entrée. Il ne fuyait pas une politique unique. Il fuyait le poids accumulé de 7 années de rencontres bureaucratiques qui avaient progressivement épuisé sa tolérance, sa dignité et sa conviction que la Thaïlande souhaitait sa présence. Étienne tenait une liste. Je l'ai photographiée. La liste écrite à la main, sur 4 pages d'un carnet, documentait chaque rencontre bureaucratique depuis son arrivée. Les signalements aux 90 jours, 28 effectués. Temps d'attente moyen à l'immigration, 3h14 minutes. Attente la plus longue, 6h40 quand la climatisation est tombée en panne en plein été. 3 fois renvoyé pour documentation incomplète, une fois pour une photographie qui était 2 mm trop petite, une fois pour un formulaire rempli à l'encre bleue au lieu de noir, une fois pour une photocopie expirée d'un document qui lui-même n'était pas expiré. Les extensions de visa, 7 effectuées. Temps de traitement moyen, 4 heures. Documents requis par extension, entre 12 et 10 à 9 pièces, selon l'officier. 2 extensions avaient nécessité des documents supplémentaires non spécifiés sur la liste officielle des relevés bancaires pour des périodes non couvertes par l'exigence standard, et une lettre de son propriétaire que le propriétaire avait refusé de fournir parce que je n'écris pas de lettre pour les étrangers. Les complications bancaires, 2 demandes de documentation pour vérification de compte, un blocage de carte de retrait nécessitant une vérification en personne à l'agence avec passeport, le renouvellement du permis de conduire, 3 visites au département des transports terrestres sur 2 semaines pour des documents manquants et un certificat médical qui venait du mauvais hôpital. Les démarches pour le permis de travail, Étienne avait brièvement envisagé de lancer une petite activité de conseil. Le processus du permis de travail exigeait une société thaïlandaise
enregistré avec un capital minimum de 2 millions de bahts, 4 employés thaïlandais par travailleur étranger et un processus de demande en 12 étapes auprès de 7 bureaux gouvernementaux différents. Il avait abandonné l'idée au bout de 2 mois. Il m'a dit, debout dans la file d'attente à Chinguatemala, chaque rencontre individuelle est gérable. Je ne me plains d'aucune visite en particulier. Je me plains du total. 7 ans à être traité comme administrativement suspect. 7 ans prouvé, tous les 90 jours, que je suis celui que je prétends être, que je vis là où je prétends vivre, que j'ai l'argent que je prétends avoir. 7 ans de formulaires, de files d'attente, de photographies, de photocopies, de traductions et de cette expression particulière sur le visage d'un officier d'immigration qui dit « Vous êtes toléré, mais vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne pars pas à cause d'une loi. Je pars à cause d'un sentiment. Le sentiment que la Thaïlande préférerait que je ne sois pas là, mais traitera ma paperasse tant que je continuerai à me présenter avec le bon nombre de photographies à la bonne encre avec le bon nombre de millimètres. Le départ d'Étienne est qualitatif, pas quantitatif. Il peut se permettre la Thaïlande. Son visa est valide, sa santé va bien, son taille est fonctionnel. Il part parce que l'expérience bureaucratique, la texture de la manière dont un résident étranger interagit avec l'État thaïlandais lui a communiqué sur 7 ans et des milliers de micro-rencontres, un message qu'aucune déclaration officielle n'a jamais formulé explicitement. Vous êtes un invité. Les invités ne se plaignent pas des règles de la maison. Les invités partent quand l'hospitalité s'épuise. L'hospitalité d'Étienne s'est épuisée. Pas l'hospitalité du peuple thaïlandais, qui reste extraordinaire, mais l'hospitalité du système bureaucratique thaïlandais, qui n'a jamais été hospitalier pour commencer. Le 8e homme que j'ai rencontré s'appelait René Forestier. Il avait 65 ans, originaire de Grenoble, et je l'ai trouvé à la porte d'embarquement de l'aéroport international de Phuket. Il rentrait en France après 6 ans dans une maison louée près de la plage de Rawai, dans le sud de Phuket. La raison de son départ était une accumulation d'incidents de sécurité qui, pris ensemble, avaient fondamentalement altéré sa perception de ce que signifiait vivre dans un pays où le système de protection n'était pas conçu pour lui. Au cours de 6 ans, René avait vécu un cambriolage à domicile pendant qu'il dormait des objets de valeur, incluant un ordinateur portable, un appareil photo et environ 35 000 bahts en espèces avaient été dérobés, le temps de réponse de la police. 2 heures. Résultat de l'enquête. Aucun. Statut du dossier. Ouvert, inactif. 2 accidents de moto, aucun de sa faute, les 2 impliquant des conducteurs thaïlandais ayant grillé des feux rouges. Premier accident. Brûlure superficielle par friction. 15 000 bahts de frais médicaux. Le rapport de police attribuait la responsabilité aux 2 parties. Second accident. Poignet cassé. 65 000 bahts de frais médicaux. Rapport de police. Preuve insuffisante pour déterminer la responsabilité. Aucun des conducteurs thaïlandais n'a été verbalisé ni poursuivi. Une confrontation violente avec un homme thaïlandais, ivre devant un restaurant qui avait pris ombrage de la présence de René pour des raisons que René n'a jamais comprises. René a reçu un coup de poing. Il n'a pas riposté. Il a appelé la police. L'officier arrivé sur place a suggéré à René d'éviter ce quartier la nuit et n'a pris aucune mesure contre l'agresseur qui avait quitté les lieux. Une rencontre avec les chiens sans laisse d'un voisin, 2 animaux agressifs, qui avaient coincé René contre son propre portail et mordu son mollet. Traitement médical pour la morsure. 8 000 bahts. Série de prophylaxie antirabique. 12 000 bahts. Le voisin a nié de propriétaire des animaux. Aucune action entreprise. René m'a dit, aucun de ces événements individuellement ne me ferait partir. En France aussi, des choses désagréables arrivent. Mais en France, quand des choses désagréables arrivent, il y a un système qui réagit, la police enquête, l'assurance couvre, les tribunaux tranchent. En Thaïlande, le système réagit pour les Thaïlandais. Je ne suis pas Thaïlandais. Quand quelque chose m'arrive, la réponse est un haussement d'épaule. Pas un haussement d'épaule hostile, un haussement d'épaule sincèrement impuissant. Le système n'est pas conçu pour me protéger, il n'est pas conçu pour me persécuter non plus. Il n'est tout simplement pas conçu pour moi. Et après 6 ans passés à exister en dehors de la conception, je suis fatigué. Les résidents étrangers en Thaïlande existent dans un vide de protection. Ils sont soumis à la loi thaïlandaise, mais ne bénéficient pas des réseaux de sécurité informels basés sur la communauté qui protège les citoyens thaïlandais. La présence de la famille, la réputation dans le quartier, le capital social auprès de la police locale. Les systèmes formels police, tribunaux, assurances fonctionnent différemment pour les étrangers.
non pas en raison d'une discrimination délibérée, mais parce que ces systèmes ont été construits pour une société dans laquelle les étrangers étaient des visiteurs, pas des résidents. Le 9e homme que j'ai rencontré s'appelait Cédric Joannet. Il avait 44 ans, originaire de Bordeaux, et je l'ai trouvé dans le bureau d'une société d'expédition internationale dans le quartier de Lat Phrao, à Bangkok. Il expédiait 2 cartons des effets personnels, un ordinateur, et une photographie encadrée de lui-même avec la femme pour laquelle il avait tout perdu, debout devant la maison qu'elle possédait désormais. Il avait gardé la photographie. Cédric était arrivé en Thaïlande à 39 ans, avec environ 190 000 euros le produit de la vente de ses parts dans une agence de développement web à Bordeaux. Il avait rencontré une femme thaïlandaise, il avait investi dans sa famille, il avait construit une maison à son nom, il avait lancé une entreprise via une société thaïlandaise avec un actionnaire nominatif. La relation s'est terminée, la maison était à elle, l'entreprise était à elle, la société était à elle. Son histoire suit le schéma que j'ai documenté des dizaines de fois, tellement de fois que je peux en prédire. Les étapes, la rencontre, la chaleur, l'investissement, l'intégration familiale, le transfert financier, la découverte, un autre homme, ou des dettes cachées, ou des urgences fabriquées, la confrontation, l'impuissance juridique, le départ. Ce qui rend le cas de Cédric intéressant n'est pas l'unicité du schéma, mais sa capacité à l'articuler. C'est un développeur web, un homme qui construit des systèmes pour gagner sa vie. Il m'a dit, je construis des sites web, je comprends l'architecture, je comprends l'expérience utilisateur, je comprends comment les systèmes guident le comportement. Et je suis entré dans un système, le système d'investissement relationnel thaïlandais, sans lire aucune ligne de code. Je n'ai pas compris l'architecture juridique, les restrictions de propriété étrangère, les sociétés à prête-nom, le droit des biens communs. J'ai pas compris l'expérience utilisateur, comment la chaleur et l'intégration familiale créent un environnement où les transferts financiers ressemblent à de l'amour plutôt qu'à des transactions. Je n'ai pas compris l'infrastructure cachée, comment l'information circule dans les réseaux familiaux thaïlandais, comment les décisions sont prises collectivement, comment la romance individuelle est toujours intégrée dans une structure économique plus large. Je suis un homme qui ne mettrait jamais un site en ligne sans le tester. Et j'ai déployé l'intégralité de mes économies dans un système que je n'avais pas testé, pas audité, et dont je n'avais même pas lu les conditions d'utilisation. Parce que l'interface était belle, et dans le monde de la technologie, on a une expression pour ça, belle interface, infrastructure défaillante. Il a gardé la photographie encadrée. Il m'a dit, je la garde parce qu'elle me rappelle la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. Et la leçon ne portait pas sur la Thaïlande. Elle portait sur moi. Cédric est le 9e départ de mon documentaire, mais il est le départ numéro plusieurs milliers dans le décompte réel. Le cycle rencontre-investissement-perte est le mécanisme le plus efficace d'exportation de capital étranger de Thaïlande. Il opère légalement, culturellement et émotionnellement au sein de systèmes qui fonctionnent tous comme prévu. Le système juridique thaïlandais protège les propriétaires thaïlandais. Le système familial thaïlandais intègre les revenus étrangers. Le système culturel thaïlandais récompense la chaleur et punit la confrontation. Aucun de ces systèmes n'est cassé. Ils ne sont simplement pas conçus pour l'homme qui arrive avec des économies, tombe amoureux et suppose que les règles sont les mêmes que chez lui. Les règles ne sont pas les mêmes. Et apprendre cela coûte entre 50 et 300 000 euros, selon le temps qu'il faut à l'étudiant pour lire le programme du cours. Le 10e et dernier homme que j'ai rencontré s'appelait Maurice Delacour. Il avait 78 ans, originaire de Saint-Étienne, et je l'ai trouvé à la porte D7 du hall des départs de Suvarnabhumi, attendant le dernier appel d'embarquement. Il est le plus âgé des hommes que j'ai interviewés. Il est aussi le plus important, parce que Maurice ne représente pas une politique spécifique ou un échec financier. Il représente la réalité terminale de la vie expatriée en Thaïlande, le dénouement, la partie que personne ne planifie parce que la planifier exigerait d'admettre que le paradis est temporaire et que le corps ne l'est pas. Maurice était arrivé en Thaïlande 10 à 9 ans plus tôt, 59 ans, fraîchement retraité d'une carrière d'inspecteur de qualité métallurgique dans une aciérie de Saint-Étienne. Il était veuf depuis 2 ans. Sa femme, Françoise, était morte d'une maladie neurodégénérative, une maladie lente et méthodique qui avait mis 10 à 8 mois à la tuer et qui avait pris à Maurice quelque chose qui n'est jamais revenu. Il avait choisi Hua Hin, plus calme que Pattaya, plus accessible que les îles, avec une communauté française assez grande pour offrir de la compagnie et assez petite pour ressembler à un village. Il avait acheté un appartement en copropriété, il avait rejoint un club de pétanque, il avait fréquenté une femme thaïlandaise pendant 3 ans, cela s'était terminé à l'amiable. Il avait appris un thaï fonctionnel, il nageait dans la mer chaque matin. Il était, selon tout critère extérieur, un retraité accompli.
9 ans plus tard, Maurice a 78 ans. La baignade matinale s'est arrêtée à 13 ans, arthrite de l'épaule. La pétanque s'est arrêtée à 15 problèmes d'équilibre. L'emplacement de son appartement au 4e étage est devenu un problème à 66 quand son cardiologue lui a dit que monter les escaliers était déconseillé. Il a déménagé dans un appartement au rez-de-chaussée. La communauté française qui était robuste à son arrivée s'était amincie. Certains étaient morts, d'autres partis, d'autres avaient déménagé dans des endroits moins chers. Les hommes avec qui il jouait à la pétanque n'étaient plus là. La femme au restaurant qui connaissait sa commande avait pris sa retraite. La Thaïlande dans laquelle il était arrivé avec ses prix particuliers, sa communauté particulière, sa facilité particulière n'existait plus. Elle avait évolué, il avait vieilli. Ces deux trajectoires avaient divergé. La situation médicale est devenue décisive. Maurice avait une fibrillation auriculaire nécessitant une gestion de son anticoagulant et un suivi régulier, un diabète de type 2 nécessitant de l'insuline quotidienne et des consultations spécialisées trimestrielles, une dégénérescence maculaire de l'œil gauche, nécessitant des injections toutes les 8 semaines dans un hôpital ophtalmologique de Bangkok, 3 heures de route dans chaque sens, et les premiers signes d'un déclin cognitif que son médecin thaïlandais avait décrit, avec une douceur caractéristique, comme quelques oublis que nous devrions surveiller, ses coûts médicaux mensuels, environ 28 000 bahts, incluant les médicaments, le suivi, les consultations spécialisées et les déplacements à Bangkok pour les yeux. Son assurance maladie thaïlandaise, annulée à 75 ans limite d'âge, son dossier consulaire français le répertoriait comme ressortissant vulnérable nécessitant un suivi, un statut qui déclenchait des visites de contrôle trimestrielles par un agent consulaire qui venait, confirmait que Maurice était vivant, et rédigeait un rapport. Le neveu de Maurice Julien de la Cour, un enseignant à Saint, Étienne qui avait rendu visite à Maurice 2 fois en 10 à 9 ans, a appelé en janvier, après que le rapport consulaire le plus récent avait inclus une note. Le sujet montre des signes de déclin cognitif et une difficulté croissante à gérer la logistique de santé quotidienne. Rapatriement recommandé, Julien a trouvé une maison de retraite près de Saint, Étienne un établissement moderne spécialisé dans les soins aux résidents âgés présentant des pathologies cardiaques et cognitives. Coût 2 300 € par mois, partiellement couvert par la sécurité sociale française. Maurice avait maintenu ses cotisations par l'intermédiaire de la Caisse des Français de l'étranger. Maurice a accepté de rentrer, pas volontairement avec résignation. Il m'a dit à la porte d'embarquement, en attendant le dernier appel, « Je suis venu ici pour vivre, je suis resté ici pour être heureux. Maintenant je pars d'ici pour mourir. » C'est la trajectoire dont personne ne parle. Chaque article sur la retraite en Thaïlande vous raconte l'arrivée, la nourriture bon marché, le beau temps, les belles femmes, la liberté. Personne n'écrit sur la sortie. Personne n'écrit sur le moment où vous avez 78 ans. Et votre médecin est à Bangkok et votre pharmacien ne parle pas votre langue et vos voisins changent tous les 2 ans. Et l'ambassade envoie quelqu'un vérifier si vous êtes encore en vie. J'ai été heureux ici, sincèrement. 19 ans de chaleur et de beauté et une vie que je n'aurais pas pu me permettre à Saint-Étienne. Mais le bonheur a une date de péremption quand votre corps commence à défaillir, et la date de péremption arrive plus vite dans un pays où vous ne parlez pas assez bien la langue pour décrire vos symptômes, où votre dossier médical se trouve dans un système auquel votre famille ne peut pas accéder, et où mourir signifie mourir loin de chaque personne qui partage votre sang. J'ai vendu l'appartement le mois dernier. J'ai reçu moins que ce que j'avais payé. L'argent ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie. La partie où quelqu'un vous tient la main et connaît le nom de jeune fille de votre mère. Ça n'arrive pas ici. Pas pour moi. Pas pour aucun d'entre nous. L'appel d'embarquement a retenti. Maurice s'est levé lentement, soigneusement, avec la délibération particulière d'un homme qui a appris que la gravité n'est plus facultative. Il a pris un unique bagage à main, il a laissé derrière lui un appartement en copropriété, un jeu de pétanque, une étagère de livres en français et 10 à 9 ans de coucher de soleil qu'il verra dans sa mémoire longtemps après que ses yeux ne pourront plus les voir sur l'eau. Maurice est la destination. Chaque homme à chaque autre porte d'embarquement de cet aéroport, chaque Théodore, Gilbert, Tobias, Roger, Patrick, Klaus-Dieter, Étienne, René et Cédric est sur une trajectoire qui mène, si on la prolonge assez loin, au siège de Maurice à la porte D7. La question n'est pas de savoir si vous quitterez la Thaïlande. La question est, à quel âge, dans quel état, et avec quelles ressources restantes vous passerez cette porte? Maurice l'a franchi à 78 ans avec le numéro de téléphone d'un neveu et une réservation en maison de retraite. C'est un des chanceux. Les hommes qui restent jusqu'à 80, 85, 90 ans, les hommes qui n'ont pas de neveu, pas de réservation, pas de dossier consulaire, ils ne passent pas la porte. On les porte. Je suis assis sur un banc à l'extérieur du terminal de Suvarnabhumi. Il est 21 heures.
Les panneaux d'affichage des départs défilent Francfort, Londres, Paris, Sydney, Tokyo. Chaque vol emporte des hommes qui sont venus en Thaïlande avec des projets et qui repartent avec des histoires. Les histoires sont toutes différentes. La direction est la même. Vers la sortie. 10 départs. 10 hommes. 10 raisons qui n'en sont en réalité qu'une seule sous 10 déguisements. La raison est celle-ci. La Thaïlande n'a jamais été conçue pour être un foyer permanent pour des hommes étrangers. Elle a été conçue pour être une destination, un endroit que l'on visite, un endroit dont on profite, un endroit qui prend vos devises touristiques et vos euros de retraite et vous donne en échange du soleil, de la nourriture, de la beauté et de la liberté. Elle n'a jamais été conçue pour vous retenir. Ni juridiquement, ni financièrement, ni médicalement, ni administrativement, ni émotionnellement. Les hommes qui partent maintenant, les milliers, les dizaines de milliers qui partiront au cours des prochaines années, ne partent pas parce que la Thaïlande a changé. La Thaïlande a toujours été cela. Ce qui a changé, c'est l'écart entre ce que la Thaïlande est et ce que ces hommes croyaient qu'elle était. Ils croyaient que c'était un foyer. C'était depuis toujours un hôtel. Un hôtel magnifique, chaleureux, extraordinaire, mais un hôtel. Les hôtels ne délivrent pas de citoyenneté. Les hôtels ne construisent pas de système de retraite pour les clients de longue durée. Les hôtels ne reconfigurent pas leur marché d'assurance pour les visiteurs âgés. Les hôtels ne restructurent pas leurs codes fiscaux pour accueillir des résidents permanents arrivés comme touristes. Les hôtels vous enregistrent, vous donnent une chambre et traitent votre départ quand le séjour est terminé. Le séjour se termine, pas pour tout le monde, pas d'un seul coup. Mais le courant, celui que j'observe depuis 6 mois, depuis mon appartement de Sukhumvit, depuis les salons de départ des aéroports, depuis les salles d'attente des ambassades, depuis les quais de chargement des sociétés de déménagement, le courant est réel. Et il ne se déplace que dans une seule direction. Je ne sais pas où ces hommes iront. Le Portugal, le Cambodge, les Philippines. Chez eux, certains trouveront une autre Thaïlande, un autre pays, qui offre l'équation de chaleur, plus accessibilité, plus liberté. Certains découvriront que l'équation n'existe plus, que chaque pays se resserre, que chaque code fiscal s'étend, que chaque système d'immigration pose la même question. Qui êtes-vous? Combien de temps resterez-vous? Et combien nous coûterez-vous quand vous serez vieux? Et certains reviendront. Parce que la Thaïlande, même maintenant, même avec les impôts, les obligations d'assurance et les frictions administratives et les pièges immobiliers, et l'inflation et la solitude, reste l'endroit le plus beau, le plus accueillant, le plus vivant que beaucoup de ces hommes aient jamais connu. Et on n'oublie pas cela. On le porte en soi. Dans le goût d'une salade de papaye verte qu'on ne peut pas reproduire à Bordeaux, dans le son des cloches de temple à 6 heures du matin qui n'existe pas à Dortmund. Dans cette qualité particulière de lumière au coucher du soleil sur la mer d'Andaman qu'aucun photographe à Grenoble n'a jamais capturé, parce qu'il faut être là, debout dedans, sentir la chaleur quitter l'air et la couleur envahir le ciel pour savoir ce que c'est. Ils quittent la Thaïlande. La Thaïlande ne les quitte pas. Et c'est peu être ça, la leçon la plus importante de tout ce que j'ai filmé ces 6 derniers mois. La leçon n'est pas « ne venez pas ». La leçon est « venez avec un plan qui inclut le départ ». Parce que le départ viendra. Si vous le planifiez, vous le contrôlez. Si vous ne le planifiez pas, c'est lui qui vous contrôle. Et un départ que vous contrôlez est une transition. Un départ qui vous contrôle est une défaite. Chaque homme que j'ai rencontré, du plus mobile au plus immobile, du plus jeune au plus âgé, du plus riche au plus modeste, a commis la même erreur fondamentale. Il a planifié l'arrivée sans planifier la sortie, il a étudié les prix des appartements sans étudier le marché de la revente, il a calculé sa pension en bas sans calculer l'érosion annuelle du pouvoir d'achat. Il a souscrit une assurance sans imaginer ce qui se passerait quand l'assurance ne serait plus renouvelable. Il a construit une vie sociale sans anticiper la dispersion de cette communauté. Il a investi dans une relation sans lire les lois de propriété. Il a appris juste assez de taillis pour commander un repas, mais pas assez pour décrire une douleur thoracique à un urgentiste. Chacune de ces erreurs est compréhensible. Chacune est humaine. Mais leur accumulation transforme un rêve en piège, un piège qui ne se referme pas d'un coup, mais millimètre par millimètre, année après année, jusqu'au jour où vous vous retrouvez à la porte D7 de Suvarnabhumi, avec un seul bagage à main et la certitude que le pays dans lequel vous êtes arrivé n'existe plus. Planifiez le départ avant de réserver l'arrivée. C'est le seul conseil qui survit au contact avec la réalité. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou si elle vous a fait réfléchir à votre propre situation, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires, comme celle-ci, des histoires que personne d'autre ne raconte, parce qu'elles demandent du courage, de la recherche et la volonté de regarder la réalité en face, même quand la réalité n'est pas celle qu'on espérait trouver. 10 hommes, 10 valises, un seul aéroport et un courant qui s'arrêtera pas de sitôt.